Pendant l'été, les hauteurs des Cévennes bruissent des sonnailles et des appels des bergers, conduisant de grands troupeaux de moutons sur les croupes enherbées du mont Lozère, des Causses, du massif de l'Égoale. Ces troupeaux sont venus des quatre coins de la plaine languedocienne en empruntant un réseau de chemins séculaires appelé drailles, et cette migration annuelle qui commence au début du mois de juin s'appelle la transhumance. Ce moment privilégié se déroule dans une ambiance festive et nous allons saisir cette occasion pour cheminer en compagnie d'un de ces bergers, Guy Saunier, propriétaire d'un troupeau à la Bruguière dans les garrigues de l'Uzège, afin de partager un instant son quotidien et découvrir sa passion pour son métier, secondée dans sa tâche par son épouse Isabelle. Aujourd'hui, les brebis sont en effervescence car elles savent déjà que les préparatifs annoncent un départ imminent vers la montagne. Conformément à une tradition immémoriale, Guy apprête son troupeau en le parant de pompons et de sonnailles pour créer une pastorale de couleurs et de sons qui obéissent à des règles bien établies. On essaye de perpétuer la tradition qui veut qu'un troupeau qui estive à pied fasse beaucoup de bruit avec ses sonnailles et surtout soit bien harmonieux. Et on pose des pompons en décoration. Dans le parc. Alors, tu le mets d'un côté, puis qu'après avec la ficelle tu reviens passer dessous comme on fait autour des cornes. Tu le mets d'un côté, tu fais le tour avec la ficelle et puis tu reviens passer, ça ne tiendra pas au milieu. C'est pas une brebis, c'est un mouton castré. Un mouton castré, on n'en a que deux. Dans la tradition, ils en gardaient plus que ça, mais bon, pour le plaisir et surtout pour porter les grosses cloches parce que les brebis, elles sont quand même fatiguées tout facilement. Nous, on en a 5 types de cloches. Des clapes. Celle qui a le mouton, là, c'est un sounal. Et après, il y a les cloches courantes qu'on met au troupeau d'habitude. Les clapettes, les piques. Les sounals et les clapes, c'est exclusivement pour faire la draille. Le sounal, ça a une sonorité sourde. Les clapes, c'est un peu plus grave, mais pas aussi sourd. C'est moins rebondi qu'un sounal, donc ça a un son déjà un petit peu plus clair quand même, mais pas pointu. C'est les différentes cloches qui vont faire un ensemble et une harmonie. Qui vont faire le bruit de fond. C'est d'autant plus important que des grosses cloches aident au troupeau à marcher. Quand on leur met les cloches de draille, ça fait du bruit et elles marchent beaucoup plus facilement. Mais on a mis des cloches qui resteront pour la montagne et puis des cloches pour la draille. Ouais, mais celles de draille, vous avez posé toutes celles de Mathieu? Ouais. Et on a posé les tiennes aussi, les colliers à toi. Ouais. Je sais pas si elles sont à toi, mais les cloches. Le problème des zones de garrigue, des zones sèches méditerranéennes, c'est que l'été, il n'y a plus d'herbe à faire manger au troupeau. Donc il faut qu'on aille vers les montagnes de façon à retrouver l'herbe de montagne qui n'a pas séché. Alors soit on va vers les Alpes, soit on va, pour nous en zone de garrigue ici, on se tourne vers l'Égoale ou le mont Lozère. On rassemble 3 troupeaux pour monter en estive. On sera 7 pour encadrer nos troupeaux durant la montée. Là, on fait 120 km en 8 jours, avec un jour d'arrêt pour laisser reposer les bêtes tranquillement, qu'elles ne soient pas à marcher pendant 8 jours.
La tâche n'est pas aisée, d'autant que le troupeau s'est agrandi de troupeaux voisins et la famille est venue en aide, ainsi que Mathieu Dufesse, l'ancien propriétaire, qui maintient un lien affectif et joue un rôle de passeur dans la transmission des savoir-faire. C'est bien pulido, c'est bon faire un poteau. Ça c'est la bûche comme... Vous voyez, il y a des... C'est un morceau de micoucoulier qu'on a plié. Et puis on a fait les trous. Et on met les clés comme ça. Et puis on enfile la bûche comme ça, voilà. Voilà, seulement ça c'est pour une brebis qui a un petit coup. Et malheureusement, les brebis elles sont en bon état cette année et les coups sont un peu gros. Et si ça serre trop, la brebis au bout de 48 heures, ça a tendance à enfler et puis elle n'est pas bien. Quand c'est trop grand, c'est pas bien et quand c'est trop petit non plus. Il faut que ce soit la taille du passage. Celle-là, vous voyez, ça fait 13. 13, c'est des brebis elles font 14 ou 15. Sur certaines brebis, il faut leur enlever leurs cloches qu'elles ont couramment pendant l'année, quoi. Et parce que c'est ça, ce qu'on met, c'est uniquement des cloches qu'elles vont garder pendant 7 jours. Après, une fois qu'elles vont être à la montagne, on va leur les enlever et on va leur remettre leurs petites cloches qu'elles avaient en bas. Ici. Là, il a chaud. Vous voyez, c'est un animal qu'il faut aborder très calmement. C'est des animaux qui sont très craintifs, donc il faut pas gesticuler, il faut pas crier, il faut essayer d'aborder les animaux en gardant du calme, en leur parlant calmement, doucement, de façon à ce qu'elles soient prévenues de votre abord et qu'elles se bousculent pas, quoi, hein. Je pense que là, il y aurait moins de monde, elles seraient moins serrées. Bon, là, il fait chaud, hein, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Mais je pense que plus il y a de monde qu'elles connaissent pas, et plus elles sont stressées. Je vois par exemple dans la bergerie, s'il y a quelqu'un avec moi, je traverse la bergerie, les brebis ne bougeront pas. Et s'il y a quelqu'un avec moi, automatiquement, elles se serreront. Et là, bon, c'est un peu le cas. Puis bon, il y a quand même la manipulation. Dès qu'on fait une manipulation sur un troupeau, ça le stresse, quoi. Male rose, mais tocca cagnolo di nulla. Vedi sempre vero. Allora, Anche la testa a te, mi resta un po' il testo vai ben caro. Allez. C'est bon, oh, il y en a. Moi j'avais toujours entendu dire qu'il ne fallait pas que le berger, que le troupeau parte le dimanche. Et alors, j'ai fait mon calcul et puis j'ai dit mais il nous manquera une journée, il faut partir le dimanche. Il se trouve que c'était le dimanche de Pentecôte. Et bon, on est parti et il pleuvait le matin. On est parti avec le parapluie ouvert. Et quand on est arrivé à 6 km ou 7 d'ici, on s'est trompé un peu sur le chemin. Au lieu de... On est arrivé en croisement de chemin et moi je me suis avancé de 100 mètres à peu près sur la mauvaise piste qui était fermée un peu plus loin. Et il a fallu faire un demi-tour. Et au moment où on a tourné, il y a une brebis qui m'a pris le jarret derrière là. Et je me suis foulé la cheville. Alors j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire. Il y avait que moi qui connaissais la draille. Alors on s'est retourné et on a ramené le troupeau à la bergerie. Et alors j'ai téléphoné à un bonhomme d'Alzon là, monsieur Adjé. Eh bien, et il se trouve que c'était un collègue du propriétaire de la terre où on allait. Alors il m'a dit, quand est-ce que tu veux monter? J'ai dit, le plus tôt possible. Je ne suis pas superstitieux, mais si je dois repartir un jour avec un troupeau, je ne partirai pas le dimanche.
On essaye d'étudier des itinéraires qui sont sur les plus petites routes possibles avec le moins de circulation possible. Les gens ont quand même bien l'habitude de voir passer des troupeaux dans ces régions, quoi. Personne ne dit rien, ils viennent voir les bêtes, ils viennent surtout voir l'état des bêtes. Les personnes qui s'y connaissent viennent voir l'état des bêtes, si le troupeau est joli, si les bêtes montent en bon état. Espérons que les jours suivants seront aussi bien que le premier jour. La seule chose qui nous manque, c'est de l'eau. Les brebis languissent le boire. Les bergers, on a bu le pastis, bien frais, mais les brebis n'ont pas bu encore. Ah ben il faisait pas froid, hein. La chemise était le reste. Hein. Normalement, en draille, le troupeau doit être escorté. À savoir qu'il y a une voiture pilote devant, avec un gyrophare et un panneau annonçant le troupeau, qui est, suivant les endroits, s'il y a de la visibilité, 100 mètres devant le troupeau, 200 mètres. S'il y a moins de visibilité, il peut se mettre à 200 ou 300 mètres à l'avant du troupeau et faire ralentir. Et derrière, il y a quelqu'un avec un drapeau rouge qui avertit les automobilistes qu'il faut ralentir, quoi. Et bon, en se penchant à la portière, il lui explique ce qu'il en est. Alors bon, c'est plus ou moins bien accepté. Les drailles empruntent en général les lignes de crête qui permettent d'éviter les fonds de vallée et les traversées de rivières, ainsi que les agglomérations et les cultures. Elles ont toujours constitué un lien entre le Languedoc et le Massif central. Aussi, les principales drailles collectrices portent les noms de draille du Gévaudan, draille de l'Aubrac, draille de la Margeride, mais aujourd'hui, les troupeaux ne se portent plus vers ces régions. Au XVIIIe siècle, on estimait à plus de 300 000 le nombre d'ovins qui transhumaient, alors qu'ils ne sont maintenant plus que quelques dizaines de milliers. Pour nous, en zone de garrigue ici, on se tourne vers les Gouales ou le Mont Lozère. Ça a toujours été, pour les troupeaux cévenols et des zones de garrigue d'ici, ça a toujours été les Gouales ou le Lozère pratiquement. C'est beaucoup plus récent, les Alpes. Le métier de berger, je crois qu'il s'apprend sur le tas. Disons qu'on peut avoir des bases en étudiant, quoi, hein, parce que de toute façon, n'importe quel jeune qui va s'installer maintenant, il lui faudra des capacités sanctionnées par un examen. Donc il est obligé d'en passer par là. Il y aura une période scolaire, c'est obligatoire. Le jeune qui veut s'installer avec des aides ou quoi que ce soit, il est obligé d'en passer par là. Maintenant, le reste, c'est tout sur le tas. Hein. Hergé. Ouais, parce que elle était entraînée par les autres. Il fait chaud, chaleur et manque d'eau. Mais autrement, ça s'est bien passé. Ce matin, on est parti à 4h, on était en haut au relais à 10h30 à peu près. Ça s'est bien passé, on est reparti à 4h30, 5h. Et là, on va arriver à la terre pour les laisser une journée complète se reposer. On réagit un peu quand on entend que les cloches s'agitent. On regarde pour quelle raison, quoi. Soit c'est une bousculade créée par un chien, soit... Bon, c'est vrai que les drailles sont relativement étroites, là. Alors, quand on entend un peu un son différent de la draille, on regarde ce qui se passe. S'il n'y a pas des brebis qui se bousculent ou qui tombent.
ça va faire la deuxième année, la deuxième campagne. Confiant, je voudrais bien l'être. Maintenant, c'est tellement fluctuant qu'on ne sait pas du tout comment ça peut évoluer, quoi. La seule chose qui nous permettra d'arriver à quelque chose, c'est les primes maintenant, hein, puisque de toute façon on peut plus gonfler le prix des agneaux. La seule chose qui nous permettra de vivre, c'est les primes. Ça va? Ouais. Vous avez bien marché? C'est une en bas. Une en bas. Une boîtée? Une en route, non, elle va plus suivre. Alors bon. Et là, vous allez où? Vous allez... Sous l'antenne là-bas. Ça c'est l'herbe de montagne. C'est vraiment l'herbe de montagne. Là, on fait des jolies brebis avec ça. Dans le tournant là, il y a une draille qui descend sur la gauche. On peut s'avancer en voiture ou pas? Ouais, on arrive à 50 mètres du parc. Ouais, il faut les foutre là et puis les tenir un moment. Elles vont se coucher toutes seules là sur le. Elles mangeront un moment. Et on mettra les caisses à côté, on mangera à côté. Parce que là, pour monter toute la nourriture ici, on n'est pas tout près quand même. Non, mais on va les mettre là. Mais on ressort, le parc n'est pas assez grand. On tiendra un peu et puis on verra bien, on se relèvera pour manger s'il faut. Si elles acceptent de se coucher volontiers, c'est sûr qu'elles se sentiront bien. Mais bon, le problème c'est de savoir si elles vont y rester toute la nuit. Hein. Comment ça va? Ah, ça va, Jean-Michel? Ça va. Ça va? Oui, mais c'est pas lui, il a un bout de bois à la main, c'est pas lui. Au pied de l'Égoile, le village de l'Espérou fête chaque année
l'arrivée des transhumants dans une ambiance animée. Guy et son équipe de bergers se trouvent propulsés au cœur d'une foule enthousiaste. Ça avance quand même, hein. Le troupeau est bien arrivé à l'Espérou, c'est quand même une satisfaction. Et il n'a pas fait rire quand il est arrivé dans l'Espérou, tout le monde l'a applaudi. Et je pense que Guy devait prendre une grande part des applaudissements, de même que Richard et Claude, hein, parce que c'est les trois troupeaux réunis qui n'en font qu'un. Et tout le monde doit prendre un peu des bravos, quoi. La braille dans la peau. J'ai niqué. Oh, même là, Ah ouais, là, oui, aussi. Je pense qu'il faut l'avoir dans la peau, oui, pour faire 7 jours de marche comme on l'a fait. Oui, il faut avoir envie de faire ça, il n'y a pas à tortiller. Si on veut, on peut très bien commander un camion et dire je monte à Recenson en camion, point final. Si on le fait, c'est parce qu'on a choisi de le faire, c'est parce qu'on a choisi de perpétuer une tradition qui est ancestrale. Maintenant, je pense que c'est pour venir ici, pour montrer aux gens ce qu'on fait, pour montrer nos bêtes, pour montrer ce qu'on est capable de sortir, quoi, avec nos bêtes. D'un côté, vous avez la finition au stand de Bovidoc avec les agneaux, et ici, vous avez l'aval, c'est-à-dire les brebis. Bien, ce qui m'a séduit, c'est que c'est un professionnel et un amateur. Je me comprends. Le professionnel, c'est Guy, et l'amateur, ça serait Isabelle. Or, Isabelle, elle a une volonté extraordinaire. Elle arrive à tout gérer, sa famille, son ménage, les obligations de la bergerie, qui sont multiples pour elle. Et elle se dit non professionnelle, elle se dit amateur. Alors moi, lorsque j'ai appris qu'elle était infirmière, je me suis dit, Guy aura de la chance parce que pour faire les piqûres, il n'y aura pas de problème. Et il se trouve qu'au départ, elle hésitait de faire une piqûre sur un agneau. Elle en avait fait une au berger à son accompagnateur, mais elle avait peur de faire une piqûre à un agneau. Dans mes films que je me passe dans ma petite tête, ce sont mes enfants. Oui. Ce ne sont pas mes enfants naturels, mais pour moi, ils ont repris ma famille qui était mon troupeau, parce que mon troupeau, sans m'en rendre compte, il faisait partie de ma famille, et il accompagne très bien, j'en suis très fier. Le troupeau, vous savez, pour un débutant, c'est quelque chose de terrible, parce qu'il y a un capital, un investissement à faire. Or, pour moi qui étais en fin de carrière, je ne dis pas que ce n'était pas un investissement, mais en fait, c'est qu'on ait 10 millions à la banque ou qu'on ait 10 millions dans sa bergerie. Moi, je préfère avoir 10 millions dans ma bergerie que 10 millions à la banque, parce que 10 millions à la banque, c'est zéro. Tandis que les 10 millions de la bergerie, ça vit, ça bouge, ça. C'est quelque chose de vivant. Ensonailler un troupeau, pour un jeune qui démarre, s'il ne les a pas, c'est quand même assez onéreux. J'aurais pas pu me le permettre, moi, personnellement. Mes priorités, c'est quand même faire manger le troupeau. Ma priorité, c'est de faire manger la famille, et après faire manger le troupeau. Et après, le reste, on fait au coup par coup. C'est dur à gérer. Il faut dire que j'ai vendu mon troupeau, non pas sur un coup de tête, mais sur une réflexion. J'avais un ami intime qui avait comme moi 2 casquettes, c'est-à-dire il était commerçant et il avait l'amour du troupeau. Et lui, il le faisait encore en plus grand que moi parce qu'il a eu monté 2 troupeaux de 1500 brebis à la même montagne. Il y avait jusqu'à 4-5 bergers qui travaillaient sur la même exploitation.
c'était quand même assez important. Et puis il se trouve qu'il a été pris par la maladie, et des maladies qui malheureusement ne guérissent pas. Et je l'ai accompagné jusqu'à la fin, quoi. Je ne l'ai pas laissé tomber. C'est pas lorsqu'il a commencé à être malade que je l'ai abandonné, au contraire. Je redoublais d'amitié, j'étais plus libre, j'allais le voir toutes les semaines, même 2 fois par semaine. Et lorsque je l'ai accompagné à sa dernière demeure, toujours dans ma petite tête, je ne m'exprime pas, c'est des choses qu'on ne dit pas. J'ai dit Raoul, je te quitte là, je te dis adieu, mais je vais faire pareil, je vais vendre mon troupeau. Là, il y a des repousses, alors elles trient un peu, elles vont en repousse, elles mangent la vieille. Hey! Le matin, je se réveille à 6 h, bon, le temps de casser la croûte, faire un brin de toilette. Après, je m'occupe des brebis qui sont à l'infirmerie. Je soigne toutes mes brebis qui sont à soigner à l'infirmerie. On essaye d'être autonome le plus possible par rapport à des soins. Soigner des pieds, au niveau des mises bas, toutes les interventions, c'est le berger qui les fait. Quand j'ai fini, suivant l'heure, soit je bricole un peu sur des choses, et après je viens soigner les brebis qui sont à soigner au parc avant de les lâcher, avant d'ouvrir. Ensuite, bon, je ramène ma trousse à pharmacie à la maison, je ne la laisse pas accrocher au parc parce qu'il y a des produits qui craignent un peu le soleil. Suivant les jours, je viens leur remettre du sel sur les saletches. Là. Et après, je les ouvre, elles montent aux saletches. Et puis on part. Je laisse monter les brebis. Suivant l'endroit où je veux aller, soit je passe devant, soit je les laisse faire, quoi. Cherche l'herbe jaune là maintenant. Elles viennent chaque fois à tous les endroits où il y a des mouillères comme ça et de l'eau qui coule. Elles viennent chercher l'herbe qui pousse, la jeune herbe, l'herbe tendre. On trouve plaisir à être en estive. C'est le changement avec le bas, le changement de tout en fait, de la conduite du troupeau, puisque là il est dehors toute la journée, et nous avec. Et puis bon, on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes besoins. Puis je pense que pour certaines personnes, il y a aussi le fait de se retrouver tout seul. Peut-être qu'on en a besoin par moment. Je lis le soir, soit les journaux qui me prêtent à côté, là, soit des bouquins que j'ai montés, 2 ou 3 bouquins que j'ai montés. Là, en ce moment, je suis en train de lire Jean Berger d'Entraigues. Enfin, Guy, il part jamais, pour ainsi dire. On part 2 ou 3 jours dans l'année. Alors moi, ça m'arrive, comme on n'a aucune famille sur place, et que j'aime bien de temps en temps, moi j'ai encore mes grands-parents, donc je pars avec les enfants après un week-end, 2-3 week-ends dans l'année, j'essaye de partir un petit peu. Depuis l'été, quand il est en montagne, on reste 1 semaine sur 2 avec lui, et 1 semaine sur 2, je vais voir la famille. C'est un peu ce qui me manque le plus, moi, pouvoir sortir un peu. Non, je pense que c'est important de garder le contact avec la famille pendant l'estive. Si j'étais là pendant 3 mois et que je ne les voyais pas, pour moi, ça serait, pas dire que ça serait dur, mais enfin, ça
ça me manquerait quand même. Et puis bon, je pense que pour les enfants, c'est important de me voir pendant les 3 mois aussi. Hein. D'autant plus que je passe pratiquement peut-être plus de temps avec eux ici qu'en bas. Il a peu de temps à leur consacrer pour autre chose que leur demander de venir au troupeau, quoi. Or, je pense que les enfants, ils ont besoin qu'on s'intéresse à ce que eux aussi les intéresse. Il a jamais le temps de les emmener quand ils vont au judo, de partager autre chose. Enfin, pas jamais, rarement. Et ça, je crois que ça lui manque un peu, ça leur manque. Ils sont tout contents quand c'est leur père une fois. Ici, je leur accorde beaucoup plus de temps. En gardant, même la petite, je passe beaucoup plus de temps avec elle que j'ai passé de temps, je suis sûr que j'ai passé de temps en bas avec elle. Bon, je suis sensible au charme que ça représente, la vie avec les troupeaux, bon, la transhumance, le fait de partir l'été, c'est quelque chose qui me déplaît pas du tout. Hein, c'est vrai que ça impose un rythme de vie pour la famille qui des fois a des contraintes, mais qui a des avantages aussi. Hein. Elle redescend toutes les semaines ou tous les 15 jours, elle me rapporte ce qu'il y a à rapporter au niveau matériel d'en bas, et puis elle me rapporte aussi au niveau comment ça va en bas, ce qui a été fait, le foin a été apporté, le grain a été rentré, je sais à peu près où j'en suis au niveau de mes stocks en bas, et bon, et puis au niveau des paiements, des primes et des trucs comme ça, elle se tient au courant, alors que moi je suis pas coupé de tout, mais disons que je peux pas me permettre de téléphoner tous les 3 jours à la DDA pour savoir s'ils nous versent des sous ou pas, quoi. Guy est quelqu'un qui a toujours été passionné par ce qu'il faisait. Alors je peux vous dire que des fois je trouve même que c'est un peu trop, mais c'est vrai que c'est intéressant de vivre avec quelqu'un qui se plaît dans ce qu'il fait, qui quelque part a donc quelque chose à transmettre. J'ai jamais su qu'il aime ce qu'il fait, qu'il essaye de le faire bien. Guy est quelqu'un alors par contre de très franc, quand ça va pas il le dit, quelqu'un de... Bon, pendant les périodes, il y est des fois fatigué parce qu'il a quand même beaucoup de travail et donc plus irascible. Mais surtout c'est agréable de vivre avec quelqu'un qui aime ce qu'il fait et qui le fait partager. Moralement, le fait de sentir que je ne veux pas dire que je suis faible, mais enfin le fait de sentir qu'il y a quelqu'un à côté de soi qui est là pour vous seconder, c'est quand même vachement important, quoi. Et puis bon, c'est vrai qu'au niveau du travail, il y a des moments, certaines périodes de l'année, il faut être 2 et il y a du travail largement pour 2, quoi. Enfin, il y a aussi moi je conçois aussi l'apport moral, que je ne vois pas uniquement au niveau du travail concret à faire. Je pense que le fait de sentir quelqu'un à côté de soi, avec qui on est vraiment en symbiose, c'est vachement important, quoi. Ça motive, surtout qu'en plus, bon, on l'a voulu tous les deux, ce combi. Donc là, une des premières choses qu'il a dit en s'installant à son compte, c'est pour lui, je pourrais travailler comme à mon rythme et prendre le temps de faire les choses comme je les entends. Et je trouve qu'il a au moins le mérite. C'est vrai que pour nous, l'installation, c'était pas évident qu'on puisse y arriver, ça posait pas mal de problèmes. Mais Guy a au moins un mérite, c'est que de se donner les moyens d'arriver à la vie qui lui convient. Des fois même, elle arrive même à me faire remettre en question. Il y a des choses que je ferai, ou je ferai des bêtises ou des trucs comme ça, mais bon, elle, avec le recul, des fois elle le voit différemment et ça me permet de me remettre en question ou de le voir justement, de me dire tiens, mais bon, finalement elle n'a pas tort, peut-être que je vais faire une bêtise, quoi. Bon, je pense qu'à tous les deux on arrive à peu près à faire un équilibre. Moi je suis infirmière de formation. Et j'ai toujours aimé le travail à la bergerie, mais disons que je ne me voyais pas faire que ça.
Disons que pour moi, c'était un coup de main que je donnais à Guy en plus de mon travail. Bon, il se trouve que depuis que j'ai été enceinte de Mathilde, je me suis arrêtée de travailler. Je suis en disponibilité de mon poste d'infirmière. Mais c'est vrai que je ne concevais pas d'y passer autant de temps. Disons que si je m'étais arrêtée de travailler, c'était pour consacrer du temps aux enfants. Donc c'est vrai qu'il y a des jours, je trouve que ça fait beaucoup. Les enfants vont quand même volontiers avec lui. Bon, il faudrait qu'il arrive à leur consacrer un petit peu plus de temps pour dans ce qu'ils aiment, eux, faire à côté. Mais peut-être que plus ils grandiront, plus ce sera facile aussi. C'est difficile, bon, quand il fait mauvais. Autant quand il fait beau, c'est vrai que n'importe qui aimerait être dehors avec un troupeau. Autant, bon, d'une part c'est difficile quand il fait mauvais temps. Quand il pleut beaucoup, il sort pas en fait. Quand il pleut beaucoup, quand il neige, normalement c'est les seules fois où on les laisse dedans. Mais c'est vrai que, aussi bien avec, quand il fait très froid, c'est quand même difficile. Et puis ça représente pour lui beaucoup de temps et donc très peu de temps pour faire autre chose. Vieni, vieni. Vite, vieni, vieni. Ehi, vieni, vieni. Il va très bien, lui, oui. Ah, oui. Lui, c'est un berger. Hein. Pour les propriétaires d'estive, la récolte du fumier dans les enclos, le migou, est un revenu d'appoint et leur permet aussi de fertiliser leur jardin potager. On est content de partir parce qu'il n'y a plus trop d'herbe et que les brebis sont pleines. On arrive à la fin de gestation. Là, Pour la dernière fois de l'année, la vallée de la Dourbie résonne de l'écho des sonnailles des troupeaux, dont le retour est motorisé cette fois. Après, on va prendre le train en bas, hein, c'est-à-dire qu'on va recommencer à garder dans les terres en bas, faire manger les chaumes, les prés qui sont en bas, et puis après on attaquera l'agnelage. On va pas dire que ça a marché comme sur les boulettes, mais c'était pas mal quand même, ça n'a pas trop mal marché. On va s'en charger. Les autres, je ne les sers pas parce qu'ils sont assez grands. Oui. Je ne les sers pas, ils sont assez grands pour se servir. Je les sers là. Les brebis agnellent au mois d'octobre en descendant de la montagne, là, on élève les agneaux et après les agneaux sont destinés à la boucherie. Sur le département du Gard, c'est
pas vraiment un label, mais disons qu'on a essayé de faire un agneau de qualité. Auquel on a donné deux appellations, l'agneau de Nîmes et l'agneau du Languedoc. Donc ils sont un peu plus légers, et ça sera de l'agneau du Nîmes, et si les agneaux sont un peu plus lourds, on les fera battre en appellation agneau du Languedoc. Un système d'élevage, la coopérative ne veut pas les agneaux pour ça. On doit arriver à 300 agneaux à peu près. Là on est à une soixantaine, je pense, 60 agneaux. Et il y en a eu 8, 10 cette nuit. Hein. Puis je pense qu'il y en aura quelques-uns dans la journée, là, 3 ou 4. Il y en a quelques-unes qui se préparent bien. Donc on les enregistre tous sous un numéro avec le numéro de la mère. Donc ça aussi, il faut passer du temps à chacun. En général, je fais ça l'après-midi. Ça nous permet de les compter et de retrouver à quelle mère ils sont. Et c'est aussi dans le but plus général d'un suivi de la viande jusqu'au boucher. Les bouchers, quand ils ont l'agneau avec une étiquette, par l'intermédiaire de la coopérative, ils peuvent savoir de quel éleveur ça vient. Voilà, là j'ai fini. Il n'y a pas de mère. On a trouvé dans la bergerie, il a bien une mère, mais personne n'en a voulu. Et comme il se débrouillait bien, on a continué à lui donner un peu un biberon de lait, et puis le reste du lait, il le vole. C'est toi qui tiens le biberon? Tu tiens le biberon de l'agneau? Tiens-le toi. Ah, moi j'aime les agneaux. J'irai pas garder. Il faudrait vraiment pour dépanner. D'abord dans la garrigue, je ne saurais pas le faire. Dans un champ, il y aurait besoin. Enfin, je pourrais en me forçant un peu y aller, mais ça ne me passionne pas. J'aime bien travailler en bergerie. J'attends Guy qui rentre. En ce moment, c'est plutôt 9h30. Des fois, il n'a même pas terminé, il rentre, mais s'il voit qu'il y a trop de brebis qui risquent de mettre bas pendant la nuit, il repart après le repas. Bon, sachant que s'il a trop de travail, il peut même rester dormir ici, s'il préfère être sur place. On a l'impression de perpétuer la nature, quoi. On est là pour... C'est la vie, quoi. C'est la vie. Et... Ça s'explique pas, ça peut pas s'expliquer. Il passe un courant spécial dans le corps qui ne s'explique pas. Quoi. On est obligé de se mettre à genoux devant la nature parce que c'est trop beau. Hein. C'est miam miam. Miam miam. Miam miam, il n'a pas vraiment besoin de vivre. Mais il a sa mère quand même. C'est un agneau qui n'a jamais une mère. On n'a jamais trouvé sa mère. C'est un des premiers. Le cycle annuel de la vie pastorale s'achève avec l'espoir d'une nouvelle année qui ramènera encore les troupeaux sur les chemins de la transhumance.